Chers disciples, bonjour. Nous avons consacré les précédentes séances à l'entreprise, c'est-à-dire le domaine dans lequel s'exerce le management. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons la consacrer au savoir entreprendre, c'est-à-dire la passion de créer et d'agir pour créer une entreprise. Et le savoir entreprendre, c'est une démarche générale et une manière d'agir pour conduire une organisation. Et l'entreprise en est une. Donc, avant de, présenter l'entrepreneuriat ou la manière de piloter l'entreprise, il est judicieux de présenter l'évolution du, du savoir entreprendre, c'est-à-dire la passion, la création d'entreprise, l'esprit d'entreprendre. Et cet esprit d'entreprendre, comme nous l'avons vu à l'introduction, il est très ancien. Il est même apparu en Europe médiévale, avec la création de grandes entreprises en Flandre, en Europe, en Flandre par exemple. Et si on voyage dans l'histoire, dans le temps, on voit que durant les périodes 50 et 60, les décennies des années 1900, du XXe siècle, durant ces années, il n'y a pas eu véritablement une réflexion à proprement parler du management. On considérait à l'époque les personnes qui ont réussi à créer des grandes entreprises comme des gens doués, des gens qui sont dotés d'une force exceptionnelle, du hasard. Donc il n'y a pas eu véritablement de méthodologie sur le savoir entreprendre en tant que manière d'agir. Durant les années 70, toujours du XXe siècle, on assistait à l'effondrement de ces monstres d'entreprises, de ces entreprises géantes, par la crise. Et qui sont toutes mises en difficulté. Et à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser aux petites entreprises en donnant des subventions, des facilitations, des aides. Et à ce moment-là, c'est à ce moment qu'on a compris qu'il fallait développer des entreprises, ça se crée. Une entreprise, ça se crée. Et c'est à ce moment-là qu'on assistait à l'affirmation du savoir entreprendre en tant que démarche générale, comme une manière d'agir, une manière basée sur des techniques modernes de management. Vient ensuite l'intérêt accordé aux PME.
Et le management, maintenant, commence à s'affirmer en tant qu'esprit, en tant que démarche. Vient ensuite les années 80, toujours du XXe siècle, et durant cette période, elle a été caractérisée par le prolongement de la crise des années 70 et les limites classiques qui ont donné leurs preuves par le passé sont dépassées. Et à ce moment-là, on a dégagé un nouvel esprit d'entreprendre que Peter Drucker a défini comme une intuition délibérée, c'est-à-dire consciencieuse. Une tâche qui doit être organisée de façon cohérente, méthodique, systématique et une pratique comme un comportement et non comme un trait de caractère. Donc c'est un comportement qui doit se construire basé sur des démarches méthodiques, systématiques. Ce n'est pas une innée ou c'est par hasard, mais il se construit. Donc, ce nouvel esprit d'entreprendre doit être compris par tous et non pas par quelques gens doués. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici pour étudier le management. Créateurs, décideurs, gestionnaires, jeunes en formation comme vous. Bref, tout le monde doit apprendre le management. Donc la création devient permanente. Une discipline à l'action et une formation au savoir agir. Donc le savoir entreprendre devient l'élément initial des apprentissages. Donc c'est une matière devenue. C'est une matière qui est permise pour permettre à tout le monde d'apprendre le management. Et le savoir entreprendre donc devient une discipline, un élément essentiel et initial de tous les apprentissages. Alors, le savoir entreprendre se matérialise sur le terrain par la création d'entreprises, ou ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Et l'entrepreneuriat, c'est l'activité relative à la création d'entreprises. Donc elle devient, ou il décrit, une relation trop étroite, symbiotique, entre l'entrepreneur et son organisation. Donc c'est une démarche, c'est une activité d'entrepreneuriat qui résulte de plusieurs facteurs. De l'esprit d'entreprise, on a l'esprit d'entreprise. Vous voyez le terme esprit d'entreprise, c'est-à-dire il a la volonté d'entreprise, l'esprit, la volonté de la démarche intellectuelle d'entreprendre. Donc il résulte également de la création d'entreprise. Donc entrepreneuriat signifie avoir l'esprit d'entreprise, créer l'entreprise et
avoir l'action d'entreprendre, l'action de conduire l'entreprise. Donc, création et pilotage, conduite. Mais en tant qu'entrepreneur, ayant toutes les facultés, les capacités d'entreprendre. Nous avons vu au cours de l'introduction que des études aux États-Unis, je le rappelle encore une fois, que plus de 90% des faillites commerciales sont dues à l'incompétence des dirigeants. Et que le succès des entreprises, à contrario, est presque toujours lié à la qualité du management. Je rappelle encore une fois, en France, que plus de 40% des entreprises disparaissent au cours de leurs 3 premières années. Et que ce chiffre, ce pourcentage de 40% tombe à 20% quand le dirigeant a cet esprit d'entreprise, a cette action d'entreprendre en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il dispose des outils pour gérer son entreprise. Donc, l'entreprise est un système vivant, qui vit, qui naît, se développe, s'agrandit, croît, atteint la maturité, mais comme un être vivant, il peut tomber malade et même mourir, disparaître. Il commence par la création, la naissance. Il croît. Il atteint la maturité. Et en atteignant la maturité, il peut vieillir et disparaître. Comme tout être vivant. Il peut même disparaître au moment de la croissance. Nous avons vu 40% des entreprises en France meurent, disparaissent avant d'atteindre leur 3e année. Ça veut dire qu'au cours de leur croissance, ils peuvent disparaître. Et combien d'entreprises au Maroc disparaissent durant la 1re année, la 2e année, la 3e année? Combien? Plusieurs. Donc il disparaît en cessant son activité, donc elle s'arrête, elle fait faillite, ou bien il peut disparaître par une fusion ou une absorption, c'est-à-dire une autre entreprise qui l'achète. Et il disparaît. Donc c'est une entreprise qui est partie. Il peut même faire partie, disparaître également sous forme de fusion et d'absorption au moment de sa croissance. Alors, tout être vivant, comme l'entreprise, et il faut que le manager ait cet esprit d'entreprendre. C'est-à-dire, il doit accepter de travailler dur pour éviter la faillite de son entreprise. Rappelez-vous, 90% des entreprises disparaissent à cause de l'incompétence des dirigeants. Donc, il doit accepter de travailler dur, de se relever si on tombe. Lorsqu'il y a une difficulté, il faut apprendre de sa difficulté et non pas disparaître, se laisser aller et de prendre des risques. C'est la citation ici de Maria Contreras, Suisse, qui a été responsable des PME de temps de la présidence
du mandat de Barack Obama. Et c'est une citation qui a été faite à Marrakech, lors d'un meeting à Marrakech. Donc l'entrepreneuriat a à la base un homme, un être humain, avec un grand H, homme ou femme. Cet homme, il a une volonté. Si on n'a pas la volonté, on ne peut pas créer une entreprise. Et il a une idée. L'entreprise ne se crée pas sans idée en tête. Il doit avoir une idée. Quel type d'entreprise il va faire. Et bien sûr, on a besoin de moyens et ceci débouche sur la création d'entreprise. Paul Valéry a dit que de choses il faut ignorer pour agir. Et lorsqu'on a demandé à un expert combien, si on évalue combien de moyens, combien de volontés, combien d'idées pour créer une entreprise, il a dit 2% de moyens financiers, 8% de connaissances, mais 45% de courage et 45% d'ignorance. Alors, d'aucuns diraient que l'ignorance, on ne peut pas créer une entreprise tout en étant ignorant. Ignorer ici ne signifie pas qu'on ne connaît pas. Mais ignorer ici signifie qu'on doit d'abord connaître, bien sûr, ce qu'on a. Mais lorsqu'on fait le pour et le contre, on fonce malgré le fait qu'il existe des points négatifs. Donc l'entrepreneur, le vrai, ce n'est pas celui qui ne connaît pas les risques qu'il prend ou les dangers de son projet, mais c'est celui qui n'en tient pas compte dans sa décision d'agir. Bien sûr, le manager, l'homme, c'est un homme de réflexion d'abord. Il pèse le pour et le contre. Mais c'est un homme d'action également, qui, après avoir pesé le pour et le contre, il ignore volontairement, sciemment, le contre et choisit le pour. Donc il ne faut pas être étranglé par le contre, hein, découragé par le contre, mais il ignore le contre, mais il le sait. Il le sait. D'ailleurs, si on prend Steve Jobs, quand il s'est attaqué à Nokia, il connaissait la puissance de Nokia, mais il l'a ignoré, il a foncé et il a réussi. Richard Branson, il connaissait, il maîtrisait même parfaitement la force de British Airways, la compagnie aérienne anglaise. Mais il a volontairement ignoré, il a créé son entreprise et il a réussi. Nicolas Hayek, le fondateur de Swatch, la montre, il connaît l'industrie de la montre, les concurrents, les mastodontes de la montre, les grands producteurs. Il connaît leurs forces, il connaît qui sont dangereux pour lui. Mais il a foncé. Et il a créé Swatch et il a réussi. Donc, l'entrepreneur, qu'il soit créateur d'une entreprise, ou patron d'un groupe ou d'une entreprise existante, a par définition le goût du risque. Le risque calculé, bien sûr. C'est pour cela que, si je paraphrase Oscar Wilde, il disait
Une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée une idée. Donc, l'idée doit être avec ses risques. Car l'idée à risque, c'est l'idée que tout le monde ne veut pas avoir. Donc, et le manager, c'est celui qui va prendre cette idée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents, justement sur cette idée. Donc, si nous prenons un à un ces différentes composantes de l'entrepreneuriat, et nous commençons par l'homme, donc l'homme doit être disponible physiquement. Rappelez-vous la définition de Maria. Il a dit qu'il doit accepter de travailler dur. Donc il doit être disponible physiquement. Car il est sollicité en permanence avec son entreprise, par son entreprise. Toutes les heures, tous les jours, il est sollicité par qui pour acheter de la matière première, qui pour aller voir la banque, qui pour démarcher les clients, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, avec les pouvoirs publics pour payer les impôts, les taxes, etc., avec le personnel et ses problèmes. Donc, il doit être mobilisé en permanence, donc disponible physiquement en permanence aussi. Il doit être motivé psychologiquement, c'est-à-dire il accepte les difficultés, il est préparé, il se prépare psychologiquement pour avoir cette énergie nécessaire à son projet, pour vaincre les obstacles. Il en aura beaucoup au cours de sa vie. Rappelez-vous, 40%, plus de 40% des entreprises meurent avant d'atteindre leur troisième année. Et ce chiffre, ce pourcentage diminue à 20% quand le manager est préparé, disposé, disponible, motivé. Donc, quelles sont ces sources de motivation? Pourquoi? Comment on peut être motivé psychologiquement? On peut être motivé, par exemple, quand on cherche l'autonomie. C'est le cas d'un salarié qui travaille dans une entreprise et qui a acquis le métier, et puis il dit, bon, pourquoi continuer à travailler pour les autres? Je veux être autonome. Je veux être le chef de moi-même, le maître de moi-même. Voilà une source de motivation. Chercher l'épanouissement. Au lieu de dire, au lieu de passer toute ma vie à être fonctionnaire ou à être un salarié quelconque, je crée mon entreprise pour m'épanouir, pour devenir quelqu'un de plus important dans la société. Ou bien, chercher le pouvoir. Au lieu de dire, bon, pourquoi continuer toute ma vie à subir les ordres, le pouvoir des autres qui vont me commander? C'est moi qui, je veux moi commander. Et il crée son entreprise. Pour sortir du chômage. Hein? Un diplômé qui ne fait rien, ou quelqu'un qui a été licencié, ben, il va dire, bon, pourquoi je vais continuer comme ça? Je dois sortir de cette situation de chômage en créant une entreprise. Donc, voilà les différentes sources de motivation psychologique pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'homme doit être également capable de prendre seul la décision. Bien sûr, en faisant le pour et le contre. Mais finalement, c'est lui seul qui doit prendre sa décision et assumer les conséquences, positives ou négatives. Positive, il va avoir les ressources, l'argent, le profit, la richesse. Et négative, elle va supporter les problèmes de son échec. Et échouer ne veut pas dire arrêter, mais rebondir par la suite.
apprendre de ses échecs. Aussi, il doit être, oui, il doit croire en ses compétences. C'est quelqu'un de sûr de lui-même, de ce qu'il a, de ses capacités, de son savoir, de son savoir-faire. Car croire, c'est réussir. Croire en ses compétences, c'est réussir. Aussi, il doit être habile dans l'art de persuasion. C'est-à-dire qu'il doit savoir manier ses négociations, savoir convaincre les fournisseurs, convaincre les clients de prendre son produit, convaincre la banque de lui donner des crédits, convaincre tout le monde. Donc habile pour persuader, convaincre. Il doit être également doté du sens du risque calculé. Nous avons dit tout à l'heure, l'entrepreneur a besoin de 45% d'ignorance, rappelez-vous. Ignorance ne veut pas dire qu'il ignore, non. Au contraire, il doit peser le pour, connaître les contre, réfléchir sur le problème, mais à la fin, ignorer le problème. Et ne voir que le côté positif, la moitié pleine du verre, et non pas, il ne voit pas uniquement la moitié vide, il voit la moitié pleine et foncer sur la moitié vide. Ensuite, il doit être souple, c'est-à-dire souple lors de ses négociations, souple lorsqu'il va prendre une décision, souple avec ses fonctionnaires, avec ses collaborateurs. Il ne doit pas être rigide. Rappelez-vous le proverbe arabe qui dit لا تكن لينا فتعسر ولا تكن صلبا فتكسر. Donc il faut être souple avec les vicissitudes du temps, de l'environnement, de ce qui se passe. Et également, il faut être tolérant. Tolérer certaines choses. Parce que quand on voit l'intérêt, faire passer sur certaines choses négatives, parce que il voit l'intérêt encore plus important derrière. Donc il ne faut pas s'attacher aux petits problèmes. Tolérer certains problèmes. Tolérer parfois une augmentation de salaire, malgré tout. Tolérer parfois une absence d'un collaborateur clé. Tolérer avec les fournisseurs. S'il y a parfois un retard de livraison, parfois. Tolérer ça. Hein. Donc voilà, si vous voulez, le profil de l'homme, comment il doit être. Maintenant vient ensuite l'idée. Je vous rappelle l'idée ou la citation d'Oscar Wilde. Il a dit, je le rappelle, une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée une idée. Donc l'idée, c'est une idée qui doit avoir un poids, une idée qui doit avoir rentable, bénéfique, mais non pas une idée pompeuse, vide, car tout le monde en a une idée, mais toutes les idées ne sont pas, qui ne débouchent pas sur quelque chose de pratique, d'enrichissant. Donc l'idée, comment avoir cette idée, me diriez-vous? Donc on peut observer attentivement l'environnement. Quelqu'un de vous, par exemple, il a quelqu'un de la famille qui travaille, par exemple, son père, qui est déjà introduit sur le marché, qui est déjà une affaire. Donc il va l'aider et exploiter son idée.
S'il n'a pas, il peut observer, par exemple, son environnement, aller dans les foires, les expositions, hein, aller suivre sur Internet. Hein, et il peut dénicher une idée, avoir une idée. Donc, lire la presse, hein, les masses médias. Et au cours de cette recherche, il peut dénicher une idée. Aussi, le problème ici, c'est de faire attention des idées sans marché. Car créer par exemple une librairie, c'est une idée, n'est-ce pas? Bon, mais créer une librairie au milieu du café, est-ce que c'est une idée qui aura un marché? Non. Ben, vous avez créé une librairie pour vendre des livres au sein de plusieurs cafés. Donc, c'est une idée sans marché. Les gens ne viennent pas ici pour lire, mais pour passer leur temps. Ou par exemple, créer une téléboutique, hein, ou une mihlaba, dans un lotissement qui est nouveau et qui n'est pas encore construit. Ben, à qui vous allez vendre? Donc c'est une idée sans marché, sans demande. Et également, il faut se méfier des idées modes qui pourraient rapidement être concurrencées ou qui débouchent sur des problèmes techniques ou réglementaires ou qui pourraient déboucher sur des dérapages financiers. Donc, aller créer une idée, avoir une idée qui, qui est importante, hein, apparemment, mais qui sera dépassée dans un laps court de temps. Donc, on ne peut pas investir pour une idée que faire une activité qui va être concurrencée ou dépassée ou qui aura des problèmes techniques ou de mode. Il faut aussi que l'idée ou que le produit ou le service qui est issu de cette idée ait un prix acceptable. Vous avez une très bonne idée, mais le coût du produit, de l'output, est cher. Donc c'est une idée qui n'est pas bonne. Ou une idée qui n'est pas rentable pour le promoteur, pour l'entrepreneur. Une très bonne idée, mais il n'est pas rentable. Il ne génère pas de bénéfices suffisants. Donc ce n'est pas une idée. Donc l'idée doit avoir un marché. Il ne doit pas être une idée de mode. Il doit avoir un prix acceptable par le consommateur et un prix rentable pour le promoteur. Les moyens. La troisième composante, hein, de l'entrepreneuriat. Nous avons dit, l'homme, il doit avoir une idée, mais aussi il doit chercher les moyens. Quand l'idée est acceptable, rentable, il doit chercher le moyen. À ce moment-là, il doit concevoir son projet, imaginer son projet, pour pouvoir le concrétiser. D'abord, il doit se, poser ou se fixer 3 types d'objectifs ou de choix. Le premier, il va dire, ben, quels sont les biens et les services que je dois produire et quel prix je dois faire. C'est-à-dire le prix, rappelez-vous, répétons-le, qu'il y a un produit qui a un prix, comment? Acceptable par le consommateur, rentable pour le promoteur.
définir les biens, choisir les facteurs de production à utiliser. Donc, définir le bien, c'est-à-dire choisir le segment de marché. Quels sont mes groupes de clients? C'est ça, définir les biens. Quels sont mes clients potentiels? Quelles sont quelle catégorie socio-professionnelle je vais avoir, à laquelle je vais m'intéresser? Est-ce que c'est la catégorie moyenne, la catégorie des étudiants, la catégorie à faible revenu, la catégorie à fort revenu, etc. Deuxièmement, il faut définir les facteurs de production, c'est-à-dire quelle est la formule de, de financement que je vais adopter. Est-ce que je vais compter sur mes biens personnels, l'argent que j'ai, les économies personnelles? Je vais demander à la famille de m'aider, aller à la banque pour solliciter un crédit. Les équipements, quels équipements il faut choisir? Quelles sont les matières premières? Et quel personnel? Quel type de personnel je vais recruter? Troisième choix que le manager doit faire, le créateur d'entreprise doit faire, avant tout, c'est la sélection des procédés. Quelle recette faire pour faire un produit? Hein? Quel type de yaourt je vais faire, par exemple? Est-ce que c'est le yaourt brassé, le yaourt nature, hein? Le yaourt aromatisé? Donc, aromatisé, quel arôme on va faire? Est-ce que l'arôme de fraise, l'arôme de l'abricot, etc. Ce qu'on appelle des recettes. C'est le procédé, c'est-à-dire la combinaison des facteurs. Quel produit on va combiner? La recette pour faire le produit. Et quel type d'organisation interne il faut mettre? Quel type d'organisation, quelle structure, comment je vais travailler, quels sont les liens d'autorité, les liens professionnels que je vais introduire. Donc, de ceci. Donc, ces choix, bien sûr, doivent tenir compte des contraintes du marché. Parce que l'entrepreneur, le créateur d'entreprise, il n'est pas seul sur le marché. Il y a des concurrents déjà qui font les mêmes produits, ou de produits similaires, ou de produits de substitution. Il y a de la concurrence. Il y a l'environnement institutionnel, nous l'avons étudié tout à l'heure, dans une des sciences de l'environnement. Il y a l'environnement institutionnel, il y a l'environnement réglementaire, qui oblige le promoteur à s'installer dans une région et pas dans une autre. Donc il subit l'environnement. Il doit s'adapter à l'environnement, on l'a vu dans le chapitre consacré à l'environnement. Alors justement, une fois le bien et service défini, le prix défini, les facteurs de production arrêtés, la combinaison ou la sélection de produits et l'organisation est en fait, il va passer bien sûr à l'étude de faisabilité. Maintenant, le créateur va commencer à concrétiser son projet. Il va faire une étude de faisabilité. C'est-à-dire, il va faire une simulation virtuelle, théorique, hein, virtuelle, de toute l'opération de montage et de fonctionnement de l'entreprise. Alors, depuis l'idée, depuis ce que nous avons vu de choix des produits jusqu'au je commence à produire, je fais le local où je vais louer le local, le promoteur va chercher les concurrents, est-ce qu'il y a des concurrents, comment il va produire, et il va vendre, combien il va vendre, ce qu'on appelle une simulation. Déjà, il se projette dans l'avenir pour voir
pour avoir une idée, pourquoi il se projette? C'est pour, s'il y a des problèmes, il doit les affronter maintenant, les résoudre maintenant, avant qu'ils ne commencent. Ça d'une part. D'autre part, s'il constate que le projet ne peut pas se réaliser, difficile pour lui, il peut revenir en arrière, et c'est bien. C'est bien de revenir en arrière quand on voit que le problème ne peut pas se résoudre, ne peut pas réussir. C'est mieux que de foncer comme ça, sans voir, sans étude, et à la fin, on échoue. Donc, il s'agit d'une simulation virtuelle de toute l'opération de montage et de fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le business plan ou le plan d'affaires. Dans ce cas, il doit préparer une liste exhaustive de toutes les questions qui lui seront posées au cours des phases d'exécution du projet. Donc, toutes ces questions, généralement, elles se regroupent en trois grandes catégories, en trois dossiers, en trois études. Il y a l'étude économique, il y a l'étude technique et il y a l'étude financière. Trois. Tous les problèmes qui concernent l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, se résument en trois catégories que je viens de noter. Économique, technique, financière. L'étude économique, bon, elle commence par faire une étude économique, une étude de marché. Donc, elle va déterminer dans cette étude le volume de produits à échanger. Combien? Quelle est sa part de marché? Combien elle va produire? Pour ce faire, il doit connaître d'abord, supposons que le produit qu'il va faire, il existe et il y a des concurrents. Il va voir combien il a été vendu sur les 3 dernières années ou les 5 dernières années. Les concurrents, combien ils ont vendu. Donc il va voir ici la capacité du marché. Il va voir maintenant la capacité actuelle, combien actuellement il y a de consommateurs qui demandent son produit. Pareil, il va les faire sous forme d'études de marché. Et puis, il va se prolonger dans le futur, dans les 3 à 5 prochaines années. Quelle sera l'évolution? Il va bien sûr se baser sur les 5 dernières années pour voir l'évolution annuelle. Hein? T1 moins T0 sur T0. Donc, il va voir l'évolution chaque année et selon cette évolution, il va se projeter. Par exemple, l'année 2021, combien je vais vendre? 22, 23, 2024, 2025 et 2026. Sur la base d'une évolution annuelle passée. Comment on la calcule, je vous l'avais dit, T1 moins T0 sur T0. C'est ça, on calcule l'évolution multipliée par 100. Donc, étudier connaître la demande passée, la demande actuelle et la demande prévisionnelle. Ensuite, il faut étudier l'offre. Mais avant d'étudier également l'offre, toujours dans l'étude de la demande, le créateur doit répondre à un certain nombre de questions, notamment l'espace géographique. Est-ce qu'il va vendre localement, rappelez la TPE, ou régionale, la moyenne entreprise, ou nationale ou internationale, s'il y a une grande entreprise? Quelles sont les quantités à écouler sur le marché? C'est la capacité d'absorption de marché. Comment pénétrer ce marché? Comment il va rentrer dans ce marché? Est-ce qu'il va étudier d'abord s'il y a une demande qui existe, mais il n'est pas bien satisfait? Il va rentrer ici, dans ce créneau-là. Les prix, est-ce qu'ils sont compétitifs ou non? Par exemple, il y a des prix chez les concurrents
mais les prix ne sont pas compétitifs. Il va produire un produit dont le prix il est compétitif, c'est-à-dire qu'il peut les concurrencer. Il va étudier également les types de clients. Est-ce qu'il va servir des clients finaux qui vont consommer le produit ou bien des clients intermédiaires? C'est ce qu'on appelle le B2B, le business to business. C'est-à-dire il va vendre aux entreprises et il ne va pas vendre aux consommateurs le B2C, business to consumer. Donc il peut choisir de vendre aux consommateurs le B2C ou vendre aux entreprises le B2B. Quel est également le mode de paiement? Quel mode de paiement il va adopter? Est-ce qu'il va vendre à crédit? Est-ce qu'il va vendre au comptant? Qu'au comptant? Par exemple, il va dire, je ne vais pas vendre à crédit. C'est le cas, par exemple, des grandes surfaces maintenant. Hein? Lorsque vous allez dans une grande surface à, euh, à côté de vous, donc vous devez payer au comptant. Ou vendre à crédit, ou bien vendre par trait, ou par chèque, etc. Ensuite, toujours dans l'analyse de la demande, c'est l'étude de la part de chaque client dans le chiffre d'affaires. L'entrepreneur va dire, bon, je vais réserver 40% de mon chiffre d'affaires aux clients, aux consommateurs finaux, et 20% aux intermédiaires. Hein? Donc il va faire un pourcentage, une part de chaque type de client dans le chiffre d'affaires. Et également la périodicité de la demande. Est-ce que ou le promoteur va faire une demande, une production régulière toute l'année, un produit de transformation qui va vendre durant toute l'année. Hein? Les yaourts, des produits de consommation qui se font durant toute l'année. Ou bien, il va faire une production saisonnière. La transformation, par exemple, de confitures de fraises durant la campagne de fraises, ou le concentré de tomates durant la période de tomates, etc. Donc, une demande saisonnière. Donc, est-ce que la demande est saisonnière, etc. À laquelle il va adapter son produit. Et également, sur quel type ou sur quelle part de marché il doit compter. Il peut compter, donc, sur quel chiffre d'affaires également. Le volume est changé et les prix des les 5 dernières années, leur évolution prévisible sur les 5 prochaines années. Et d'où il va prendre ces informations, me diriez-vous? Ben, il va s'informer au niveau des chambres professionnelles, chambres de commerce, la chambre d'industrie, de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre d'artisanat, s'il veut faire un projet artisanal, le CRI, Centre régional d'investissement, il va demander des informations sur la demande, les délégations des ministères, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des associations professionnelles, la CGEM par exemple, l'OFPPT par exemple, l'ANAPEC, tout ceci, ce sont des sources d'informations pour le jeune promoteur. Ça, c'est l'offre. Et puis, il doit également s'intéresser, toujours dans le volume, dans l'étude économique, à l'offre. L'offre, qui dit offre, dit les concurrents, la production. Il n'est pas seul sur le marché. Donc, il doit étudier le nombre de concurrents, leur lieu d'implantation, les technologies qu'ils emploient, leur capacité de production, leur coût de production et leur prix de vente, leur chiffre d'affaires, leur part de marché, et comment la demande a été satisfaite par ces concurrents.
durant les 3 à 5 dernières années. Donc il faut voir, comme la demande, hein, il faut voir cette offre ou la demande, comment elle a été satisfaite par ses concurrents durant les 5 dernières années. Il faut voir combien leur offre, combien ils ont produit, est-ce que la demande, leur production a été suffisante ou pas, en qualité, en quantité, et les prévisions durant les 3 à 5 prochaines années. Comment va évoluer l'offre, la production? Est-ce qu'il y aura d'autres concurrents? Est-ce que ces concurrents vont développer leur capacité de production durant les 3 à 5 prochaines années? Donc, autant, il doit faire une simulation de la prévision de l'évolution de l'offre prochaine. Et bien sûr, ceci, il va s'intéresser, il va avoir les sources, chercher les sources d'information, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la demande. Dans tout ceci, il doit tenir compte, bien sûr, de l'environnement de l'entreprise pour situer l'étude de marché dans son contexte naturel. Il va étudier l'environnement économique et social, le pouvoir d'achat, la segmentation du marché, l'environnement institutionnel, la législation du travail, la fiscalité, l'organisation des circuits de distribution, l'environnement technologique, l'état des techniques utilisables pour produire et commercialiser son produit, l'environnement socioculturel, les habitudes de consommation, les types de comportement des consommateurs. Donc, une étude économique complète. Deuxième type d'étude ou de dossier, c'est le dossier ou l'étude technique. Donc, qui dit technique dit les moyens de production, les moyens de commercialisation, comment il va produire, comment il doit vendre son produit, il doit le distribuer. Donc, il va chercher d'abord le local, étudier le local. Est-ce que le local va le prendre en location, il va le louer, ou bien il va le construire? Ce local, est-ce qu'il va le mettre à côté du fournisseur, des sources d'approvisionnement, ou à côté des débouchés, de ses clients? Où est-ce qu'il va le mettre? Où est-ce qu'il va l'implanter? Il doit tenir également des dimensions de l'activité et des extensions. Lorsqu'il va acheter un local, un terrain pour construire un local, il va prévoir également, tenir compte lors de l'achat, que l'activité pourrait et va se développer. Donc il ne va pas acheter un petit lot de terrain. Lorsqu'il veut des extensions, il ne trouve pas de terrain. Donc il doit choisir un gros terrain et commencer avec un petit local. Et au fur et à mesure que l'activité se développe, il va faire ce qu'on appelle des extensions, construire de nouveaux ateliers, etc. Deuxièmement, il va étudier les équipements physiques, c'est-à-dire à partir du mode d'élaboration du produit, à partir du produit qu'il a conçu, quel type de produit, il va choisir la nature, les caractéristiques, l'origine, les prix également, les prix des concurrents, des équipements. Donc il va choisir les équipements. Sans oublier les frais d'aménagement, les frais d'installation, la gestion des stocks, des matières et des produits finis, le matériel pour l'administration, hein, le matériel de bureau, le matériel et outillage, matériel de transport. Donc, et dans tout ceci, une chose très importante, c'est qu'il doit opter pour une solution souple. Rappelez-vous, dans le profil du manager, qu'est-ce que nous avons dit? Il doit être souple. Donc, il doit chercher la souplesse également dans les équipements souples, pas chers. Parce qu'au début, il ne sait pas.
il ne sait pas s'il va réussir, de combien il va réussir. Bien sûr, il a pris, il a calculé, mais il doit aller doucement, par petits pas. Il faut, comme on dit dans le jargon professionnel, il faut commencer petit. Parce que si on échoue, on ne perd pas beaucoup de choses. Mais quand on commence à opter pour un investissement très important, quand on aura un problème, ça devient très difficile de se relever. Donc, optez également pour des solutions qui présentent des avantages en matière de qualité, de performance, de prix et de service après-vente. Donc, il faut prévoir le service après-vente. Il faut prévoir de produire une bonne qualité. Le personnel, également, fait partie de l'étude technique et parce qu'il constitue le moteur de l'entreprise. Donc, il faut chercher les profils qui correspondent aux tâches à accomplir. Donc, recruter des personnes formées qui ont de l'expérience, mais attention aux charges salariales. Il ne faut pas, dès le départ, recruter un surnombre, trop de, de personnel, car vous risquez d'avoir des charges de personnel. Quelle classe? La classe 6, les charges. Donc, on risque d'avoir des charges démesurées. Autre chose, volet de l'étude technique, c'est étudier les moyens d'exploitation et il faut tenir compte de fonctionnement de matières premières, des moyens de fonctionnement, comme les matières premières, les fournitures, l'entretien, l'eau, l'électricité, les frais divers de gestion, téléphone, primes de personnel, etc. Et s'il y a discordance entre les objectifs de production et les moyens engagés, il faut opérer des ajustements. Bon. Si par exemple le moyen de production nécessite un coût, mais on a opté pour un personnel important, il faut ajuster entre les moyens et les ressources qu'on a. Autrement dit, il faut limiter les investissements à l'indispensable. Donc il ne faut pas être trop optimiste, j'y arrive. Donc il faut avoir un optimisme mesuré. C'est-à-dire, il ne faut pas se lancer aveuglément, avoir l'euphorie, il faut avoir de la rétention, l'esprit de retenue. Donc, limiter les investissements à l'indispensable, sinon, rechercher des solutions pour rentabiliser l'outil. C'est-à-dire, supposons que vous avez fait le manager a fait ses calculs, mais lors de la création, il a une capacité qui n'a pas été utilisée. Il va dire, bon, cette capacité, je peux la louer à une autre entreprise pour la travailler. Donc, je travaille avec 20% et l'autre 10% qui me reste, je vais la louer, donc je vais la rentabiliser. Troisième type d'étude qui doit se faire, toujours, on est dans la simulation. On n'a pas encore créé l'entreprise. Nous sommes en train de se projeter sur l'avenir pour voir les problèmes qui vont se poser. Donc l'étude financière également, c'est voir, comparer les dépenses que nous aurons lors de la création de l'entreprise avec les recettes. Dépenses en fonctionnement, dépenses d'investissement avec les recettes. Ah, c'est à ce moment-là que lorsqu'on constate que les recettes sont supérieures aux dépenses, tant mieux. C'est un projet, on appelle ça un projet bancable. C'est-à-dire qu'il peut être accepté par la banque. Le montage financier peut être accepté. Si, au contraire,
les dépenses d'investissement et de fonctionnement sont supérieures aux recettes, le projet ne sera pas bancal. Donc, ce n'est pas la peine de continuer sur ce projet-là, il faut voir un autre projet. C'est très bien. Voilà ce qu'on appelle un bon manager, un bon créateur. C'est celui qui se projette, qui fait des simulations. Car le fait de changer, de constater dès le départ que le projet n'est pas viable, c'est rationnel. C'est mieux que de se lancer et en fin de compte, on est perdu, submergé par les dettes. Et ça devient très difficile quand on rentre là-dedans. Donc, autant, dès le départ, il faut faire ces prévisions. Donc, les bénéfices qui s'ajoutent bien sûr aux amortissements, ces bénéfices vont rembourser les dettes lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses. Donc, le bénéfice, l'excédent, va rembourser les dettes, va financer l'accroissement des besoins en fonds de roulement et il va rémunérer convenablement le promoteur. Donc, quand il dégage à travers cette simulation un excédent convaincant, convenable, donc il va le rémunérer et en même temps payer les dettes de l'équipement, de fonctionnement. Donc c'est un projet viable, c'est un projet bancable. Donc il va dire que mon projet est bancable. Donc c'est un projet viable. Maintenant, quand il a fait cette simulation, il a constaté que le projet est bancable. Il va passer à la phase pratique. Il va commencer à démarcher les banques s'il veut avoir un crédit, chercher le terrain. Donc, et la première chose à faire, il doit choisir la forme juridique de l'entreprise. C'est pour cela que nous avons étudié, avant ça, nous avons étudié les types d'entreprises. Parce que chaque type d'entreprise, il a un avantage et un inconvénient. Donc, pour lui, et selon le projet qu'il va mener, qu'il va entreprendre, il va choisir la forme juridique qui convient à son projet. Donc il doit, à ce moment-là, choisir la forme juridique. Et cette forme juridique dépend. Est-ce qu'il va choisir une société en nom collectif, une société à responsabilité limitée associée unique, un statut d'entrepreneur, une société, une SARL, une société à responsabilité illimitée, des sociétés en commandite simple. Donc voilà, il va se poser. Donc le choix de la forme juridique dépend de la nature de son projet. Hein? Et généralement, il se pose 3 types de questions. Donc c'est une décision donc déterminante, car la sélection de la structure juridique conditionne les démarches administratives et juridiques, ainsi que le montage du dossier du crédit. Donc c'est lorsqu'il va chez l'OMPIC pour s'il a une idée à protéger, ils vont lui demander vous avez quel type d'entreprise. Donc il va lui donner un nom. Lorsqu'il va à la banque pour demander un crédit, vous avez quel type d'entreprise? Quel est son nom? Il va dire quel nom. Donc
là où il va, chez les impôts, pour s'inscrire à la patente, ils vont lui dire, vous avez quelle forme juridique? Donc la forme juridique est très importante. Et cette forme juridique dépend de trois choix. Donc, le premier choix, c'est la volonté de s'associer. Est-ce qu'il veut, il va se dire, est-ce que je vais exploiter tout seul mon entreprise ou bien je vais avoir des associés avec moi? Ah, ça diffère, c'est différent. Donc, la volonté de s'associer. Est-ce qu'il veut être seul? S'il veut être seul, il va créer une société individuelle ou une société à responsabilité associée unique ou avoir un statut d'auto-entrepreneur. S'il veut s'associer avec d'autres, il va créer la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation ou la société créée de fait, par exemple. Le deuxième, si vous voulez, choix de forme juridique, en plus de la volonté de s'associer, c'est la nature de l'activité et le financement nécessaire. Comment il va financer cette activité? S'il veut avoir beaucoup d'argent, drainer des capitaux, avoir beaucoup de capitaux, il va choisir la société en commandite par action, la société anonyme, parce qu'il fait appel à la bourse pour demander de l'épargne publique. S'il ne veut pas de financement, il a le financement nécessaire pour lui, il va créer une société individuelle, par exemple. Troisième type de choix de la forme juridique, il dépend de la volonté de s'associer à d'autres personnes, mais limiter le risque aux capitaux investis. Il va dire, je ne veux pas risquer mes biens personnels, donc je veux m'associer, c'est mieux. Par conséquent, il va choisir la société à responsabilité limitée, par exemple. N'est-ce pas? Donc, voilà les types de choix. Donc, le choix de la forme juridique qui est indispensable pour la suite de l'évolution de l'étude du dossier des projets. Donc, lorsqu'il choisit, il doit commencer le montage de dossier de demande de crédit. Donc, il va présenter un dossier de crédit à la banque s'il veut avoir demandé le crédit en banque. Donc, il doit préparer un dossier convaincant contenant les renseignements sur le créateur, l'objet de l'entreprise, la forme juridique, le capital social, le nombre d'associés qu'il choisit, la nature du produit ou du service avec des estimations annuelles, les fournisseurs de matières premières, les clients, les études économiques, techniques, les moyens d'exploitation, le programme d'investissement, bref, ce que nous avons vu tout à l'heure. Le dossier technique, le dossier économique et le dossier financier. Alors, pour ceux qui veulent faire un exposé sur la création d'entreprise, j'ai mis en annexe 1, si vous voulez, vous avez une annexe qui comprend toutes les pièces qu'il doit former, qu'il doit prévoir, qu'il doit préparer pour demander un crédit, un montage de crédit. Vous le trouvez dans l'annexe 1 relative au montage de dossier de crédit. Maintenant, quand le montage de dossier est fait, il va faire ce qu'on appelle la protection de l'idée. C'est-à-dire, il a une idée, maintenant, c'est sûr, il va chez l'Office marocain, au Maroc,
l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qu'on appelle OMPIC. Il est à Casablanca, à côté de l'ISCAV. Hein. Donc, il va là-bas pour inscrire son, euh, son idée et obtenir ce qu'on appelle un, un brevet. Donc, un brevet d'invention. Un brevet, c'est-à-dire une attestation qui protège son idée pour ne pas être copiée par d'autres. Il a ce monopole. Une fois l'idée protégée, elle commence le lancement de projet qui est l'étape la plus cruciale, la plus difficile. Car dans la vie d'un créateur, c'est là où il va affronter la réalité du monde. Bien sûr, il a fait des précautions, il a pris des précautions, il a fait des études, comme nous l'avons vu. Mais maintenant, c'est autre chose. Il va rentrer, il va mettre la main à la pâte, comme on dit en français. Il va rentrer dans la réalité. Et la réalité, parfois, il est différent de ce que nous avons envisagé. Et également, c'est une étape qui est la plus déterminante dans le processus de concrétisation du projet. C'est à ce moment-là qu'il va affronter la difficulté. C'est pour cela qu'on avait dit la dernière fois, rappelez-vous, il doit être disponible physiquement, motivé psychologiquement. Et rappelez-vous les pourcentages que j'ai donnés tout à l'heure. 8% de crédit, 2% de crédit, 8% de moyens, mais 45% de courage, 45% d'ignorance. Vous voyez, donc c'est là pour pouvoir affronter la réalité du monde des affaires. Donc ici, le créateur va changer de casquette. Il n'est plus créateur, il va devenir dirigeant, manager. Donc il était créateur. Entrepreneur, créateur, maintenant il va devenir manager. Il va devenir dirigeant. Donc il va changer de casquette. Et le décideur, en tant que décideur, il va élaborer la gestion stratégique, un plan pluriannuel qui comprend les facteurs de succès, c'est-à-dire l'intensité capitalistique, la croissance du marché. Il va étudier les qualités des produits. Il va s'occuper de l'intégration verticale, la pression sur les coûts, la productivité, l'innovation, la position sur le marché. Bref, il va devenir un manager décideur. Rappelez-vous ce que nous avons vu. Un manager décideur. Il va sortir des règles du jeu, innover, créer. Donc il va affronter des événements fortuits qui arrivent tous les jours, qui se répètent mais qui ne se ressemblent pas. Donc chaque jour il a affronté des choses nouvelles. Donc, il va apprendre de nouveaux comportements. Le comportement sur le terrain maintenant, sur la pratique. Il doit se mobiliser et être disponible totalement pour son entreprise. Rappelez-vous ce que nous avons dit encore une fois. Disponible physiquement et motivé psychologiquement. Il doit insérer son entreprise dans son environnement économique. Comme nous l'avons dit, il doit l'insérer dans le marché. Il doit étudier l'évolution de la qualité des produits, comment il doit s'intégrer dans le marché, la productivité,
l'innovation. Il va toujours, donc il va rester dans un monde nouveau, mouvant, collecter des informations continuelles pour modifier l'équilibre de son entreprise, modifier l'équilibre concurrentiel, essayer de gagner ses concurrents. C'est ça, modifier l'équilibre concurrentiel. C'est-à-dire devenir meilleur que les concurrents. Il doit concilier également les exigences économiques et les exigences sociales. Il aura des revendications, des grèves, donc notamment par l'amélioration de l'activité, car cette productivité, elle demande une formation de personnel. Donc il doit former le personnel, il doit les motiver, il doit participer à la prise de décision, il doit l'intégrer pour prendre des décisions. Hein. Donc, il doit également gérer, hein, piloter l'organisation, transformer les décisions en action. Donc, finalement, le fonctionnement de l'entreprise nécessite de l'entrepreneur qu'il doit accentuer les facteurs de réussite et réduire les facteurs d'incertitude, d'échec. Parce que c'est ça son travail, en tant que manager. Donc, car le fonctionnement efficace d'une entreprise, il nécessite une forte coordination entre les décideurs et les gestionnaires. Donc, en faisant participer le gestionnaire à la prise des décisions, et surtout dans le domaine qui le concerne. Donc, en tant que décideur et gestionnaire, donc le décideur, c'est celui qui assure la gestion stratégique. Et en même temps, en étant gestionnaire, il s'occupe de la gestion opérationnelle. Le décideur, c'est le long terme, les décisions stratégiques, alors que le gestionnaire s'occupe du moyen terme. Le décideur crée le potentiel, l'évolution de l'entreprise, alors que le gestionnaire, il exploite le potentiel. Donc rappelez-vous ici les premières définitions que nous avons étudiées dans l'introduction. Quelle est la différence entre manager et administrateur, entre manager et gestionnaire, etc. Les voici. Donc chacun, il a un domaine spécifique. Mais ça ne suffit pas qu'il y a deux personnes. Ce sont les fonctions chaque fonction, il a ses exigences. Mais il se peut que les deux peuvent être appliquées et faites par la même personne. Il décide et il gère. La même personne, c'est le dirigeant. Il peut être en même temps gestionnaire et décideur. Dans une petite entreprise, il peut assurer la gestion stratégique et en même temps la gestion opérationnelle. C'est lui qui planifie, mais en même temps, c'est lui qui travaille tous les jours. Hein? C'est lui qui crée le potentiel, l'innovation, qui innove, mais en même temps, c'est lui qui exploite. C'est lui qui assure l'efficacité à long terme, mais c'est lui également qui s'occupe de l'efficience à court terme. Donc, qu'il soit la même personne ou deux personnes, donc les fonctions sont différentes.